Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cette conférence. Je me présente rapidement, je suis Sébastien Vetter, chef produit chez Novacom sur toute la partie sécurité, donc sur la gamme sécurité. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement dans cette présentation. Le sujet de cette conférence, c'est comment garantir la confidentialité des données de santé. Vous allez voir, Novacom est éditeur de logiciels français avec toute une gamme produits sécurité, avec quelques volets de la sécurité auxquels on s'attaque. Et vous allez voir qu'il y a une logique assez complète dans la chaîne de cette gamme sécurité. Alors, je vais vous parler très rapidement du contexte de la santé en France, toute la partie modernisation des SIH. On fera un focus sur la partie hôpital numérique, où je préciserai un petit peu qu'est-ce que c'est qu'hôpital numérique, pour ceux qui ne le savent pas. Je ferai juste un petit slide sur la partie spécificité, notamment spécificité opérationnelle dans le monde de la santé, la vraie vie dans l'établissement, et puis tout ce qui est menaces et incidents sur le système d'information hospitalier, avec derrière toute la liste des différents projets de sécurité à mener, et puis la réponse Novacom à tous ces projets, et un petit peu une ligne directrice sur comment aborder les choses et par où commencer. Alors déjà, premier point, c'est assez atypique dans une présentation qui parle de sécurité, mais l'idée, là, c'était de se poser la question, est-ce que le système de santé français est-il efficace? Parce qu'on entend beaucoup de choses, le système de santé français marche pas bien, etc. Non, par rapport à beaucoup de pays, le système de santé français est efficace. Oui, la réponse est oui, mais par contre, il coûte cher. Il coûte cher, alors pourquoi je vous parle de ça dans une présentation sécurité? C'est parce qu'il coûte cher pour plusieurs raisons. Et l'une des principales raisons, c'est déjà la partie organisationnelle. Tout ce qui est process de gestion du système de santé, et forcément, quand on parle organisationnel, on a tendance à rapprocher toute la partie sécurité de simples briques techniques, ce qui est totalement faux. En fait, il y a une grosse partie de la sécurité qui sont essentiellement des process de mise en place et d'adaptation de politiques de sécurité. Et tout ça sont des process organisationnels à mettre en place pour essayer d'optimiser aussi toute cette partie organisation de la distribution des soins. Le paysage de la santé en France, déjà c'est un système qui est en pleine mutation depuis plusieurs années. On a bien sûr l'hôpital qui était central jusqu'à aujourd'hui. Les tutelles, avec toute la partie loi, réglementation, la partie analyse et maîtrise des coûts, avec ce volet important de gestion qui est rentré en ligne de compte ces dernières années, notamment avec la partie T2A. Et puis, bien sûr, la partie financement, avec tout un tas de projets qui sont lancés pour aider les établissements à sécuriser leur système d'information. Ensuite, on a une autre brique qui est les pratiques médicales. Toutes les pratiques médicales qui ont eu tendance à se moderniser ces dernières années, qui sont de plus en plus coûteuses, qui nécessitent aussi du matériel de plus en plus cher, avec un fort volet juridique, bien sûr, fort volet juridique, pluridisciplinaire et de plus en plus décloisonné. On a aussi bien sûr les salariés, et même plus que les salariés, on va parler souvent d'utilisateurs du système d'information, avec toutes les spécificités de ces salariés qui interviennent dans les établissements de santé, le turnover très important qu'il y a de ces salariés dans les établissements, la planification de l'activité, ces créneaux spéciaux de temps de travail et les équipes qui tournent, parce que l'hôpital doit tourner
en temps continu, avec la gestion des urgences, etc. Les accès au SIH, au système d'information hospitalier, et puis de plus en plus, un besoin qui se fait ressentir encore plus ces dernières années, c'est le besoin de partager de l'information entre ces utilisateurs à l'intérieur de l'hôpital vers l'extérieur. On a bien sûr en face de l'hôpital la partie médecine de ville avec tout ce qui est bien sûr continuité des soins, tout ce qui est partage d'informations comme je le disais avant, la dématérialisation qui s'impose de plus en plus dans ces échanges hôpital-médecine de ville, les comptes rendus qui sortent du dossier patient. Vous avez certainement entendu parler du projet national de la MS Santé qui permet aussi de dématérialiser ces comptes rendus. Et puis, toute la partie historisation des soins. Bien sûr, les territoires de soins, les réseaux de soins, avec la cohérence de prise en charge du patient, le découpage par spécialité de réseau, le partage d'informations, les guides de bonnes pratiques, et bien sûr toute cette notion de mutualisation et de regroupement des différentes structures. Les fournisseurs. Alors, dans les fournisseurs, je ferai rentrer aussi également la partie prestataire. Ces prestataires qui vont aussi avoir accès au SIH, qui vont intervenir sur des serveurs, qui vont souvent avoir des comptes administrateurs pour intervenir sur leurs serveurs sur lesquels les solutions sont installées, mais qui est aussi une porte ouverte à tout le système d'information de l'établissement. Et puis, bien sûr, on va parler de traçabilité, de toutes ces actions-là et des différents échanges qui sont faits avec. Ensuite, et assez récemment, ces dernières années, on a les patients qui sont devenus de plus en plus au centre de tout ce système de santé, qui ont pris une place de plus en plus importante et qui revient vraiment au centre de toute cette gestion des données de santé. Donc, on a les patients quand même en France qui sont vieillissants, avec de plus en plus de maladies chroniques à gérer. Mais surtout, la mutation, elle vient sur la partie gestion de l'information, avec la partie gestion du consentement, avec la partie droit à l'information et avec le contrôle juridique qu'il y a maintenant en possibilité pour ces patients. Et des patients qui sont bien sûr de plus en plus férus de nouvelles technologies, qui utilisent beaucoup plus des technologies web, qui veulent tout de suite, qui veulent avoir accès à l'information, qui veulent pouvoir contrôler le partage de cette information par un simple clic. Alors, il y a une réelle volonté de moderniser les SIH, et on l'a encore vu avec les différents projets qui ont été lancés ces dernières années. Il y a le lancement, bien sûr, de la stratégie nationale de santé qui a été lancée fin 2013, appuyée fortement par la ministre. On a la loi santé, bien sûr, les grandes orientations là, qui ont été données en 2014, qui sont encore en cours d'études et où il y a beaucoup d'échanges sur le détourage de cette loi. Il y a eu quelques adaptations aussi, quelques révisions qui ont déjà été publiées, qui montrent qu'il y a un discours quand même d'établi. Et puis l'un des grands gagnants de l'actualité ces dernières années, c'est bien sûr le programme Hôpital Numérique. Programme Hôpital Numérique dont je vous reparle un peu après, avec les différentes certifications. Alors on va parler certification HAS, on va parler donc de la Haute Autorité de Santé, on va parler aussi certification des comptes pour toute la partie financière. Notamment, il y a toute une partie sur la sécurité dans la certification des comptes qui va parler des risques liés au personnel. C'est se dire, j'ai une vision et je maîtrise tous les accès à mes applications financières ou budgétaires des utilisateurs et je peux garantir que ces utilisateurs ont le droit d'accéder à ces applications. Et puis bien sûr la PGS-SIS
donc politique générale de sécurité des systèmes d'information, avec le petit tiret S, c'est cette PGSSI qui a été adaptée vraiment pour le monde de la santé. Pourquoi adaptée? Parce que la PGSSI, telle qu'elle était publiée dans le référentiel principal, était quand même très exigeante, et il y a quand même une réalité opérationnelle dans les établissements de santé qui font que l'atteinte de ce qui est écrit dans la PGSSI classique n'est pas tout à fait adaptée, et on ne peut pas demander à tous les établissements d'un seul coup de s'élever d'un niveau de quasiment rien, d'où ils sont partis au départ, vers un niveau de sécurité très renforcé. Donc la PGSSIS, qui est disponible d'ailleurs sur, les principes fondateurs sont disponibles sur le site de la ZIP, et vous avez des référentiels qui sont enrichis, des guides de bonnes pratiques sur la partie authentification forte notamment, sur des choses comme ça, qui permettent d'aider aussi les établissements dans les mises en place et la méthodologie des différents volets et des différentes pratiques de sécurisation. Hôpital numérique. Donc Hôpital numérique, c'est donc un programme qui a pour but de ramener tous les établissements à un niveau acceptable d'informatisation. Donc programme qui a été lancé en 2012 à la base, qui va durer jusqu'à 2017-2018 si je ne me trompe pas, et qui va demander aux différents établissements, déjà de respecter différents prérequis afin d'avoir de l'aide financière, et deux, d'atteindre des priorisations sur différents domaines, qu'ils soient fonctionnels ou techniques. De plus, pour appuyer cette partie hôpital numérique, on a 27 indicateurs prérequis qui ont été intégrés aussi dans les certifications. Et puis, hôpital numérique, vous pouvez aller voir aussi sur le site de la ZIP, il y a toute une boîte à outils qui est mise à disposition avec différents guides, différents tests d'auto-analyse pour savoir aussi comment l'établissement se positionne, ce qu'il a à faire pour se mettre en conformité, et puis des fiches pratiques qui permettent également d'apporter un support méthodologique pour les différents établissements de santé. Donc les domaines de prérequis, c'est les trois qui sont indiqués ici. Il y a la partie identité et mouvement côté patient, la partie fiabilité et disponibilité, donc fiabilité des systèmes, disponibilité, donc on parlera de PCA, PRA, etc. Et une partie forte sur la partie confidentialité. Donc comment garantir la confidentialité de ces données. Les domaines fonctionnels prioritaires sont centrés vraiment sur la partie production de soins, où là, on aura bien sûr ce qui est listé ici, les résultats d'imagerie, de biologie, la partie des pays, la prescription électronique alimentant le plan de soins, le programme des ressources de l'agenda et le pilotage médico-économique. J'avais fait un petit état des lieux l'année dernière. L'année dernière, on était à peu près à 200 établissements, un peu moins de 200 établissements qui avaient atteint en fait les prérequis hôpital numérique. Aujourd'hui, il y a un article qui est paru en fait sur Hospimedia qui date de février 2015, qui indique qu'il y a 800 établissements qui ont déjà atteint, qui se déclarent avoir atteint ces prérequis. Et il y a une autre information qui est parue dans Hospimedia qui dit que en plus, cette partie atteinte des prérequis sera intégrée dans les CEPOM avec les ARS et les établissements. Je vous ai représenté ici les quelques fiches pratiques hôpital numérique qu'on peut retrouver sur le site de l'ASIP aussi. Il y a quelques petites choses qui sont intéressantes. Bon, les méthodes de mise en œuvre de l'identité-vigilance, ok. Le référentiel unique de structure, ça c'est assez intéressant.
pouvoir piloter et mettre à jour en temps voulu la liste et l'organisation de l'établissement, les différentes structures et ses informations. On a la partie méthodologie, donc d'évaluation des taux de disponibilité. Et ce qui est assez intéressant aussi, parce qu'il y a encore beaucoup d'établissements qui n'ont pas de RSSI, par exemple, en interne, il y a la fiche de poste type d'un RSSI avec la description donc, de la fiche de poste, le détail de cette fiche de poste, et puis aussi les moyens, pourquoi pas, de pouvoir partager un RSSI avec plusieurs établissements. Et puis dernière, c'est la partie charte type d'accès et d'usage du système d'information qui permet tout simplement de décrire un petit peu ce que peut être une charte d'usage pour les utilisateurs, se dire je vais pouvoir déjà cadrer un petit peu l'utilisation de mon système d'information, leur dire que non, les mobiles, sans qu'ils soient passés par le service informatique, ils ne peuvent pas se connecter directement au réseau, les PC c'est pareil, etc. Et avoir voilà, des bonnes pratiques sur cette partie utilisation. Les spécificités de la santé, déjà c'est tout ce qu'on a commencé à aborder au début. L'information médicale, on est sur une informatisation et une dématérialisation qui est en forte croissance ces dernières années. On a bien sûr le côté hautement confidentiel des données qui sont manipulées. On a l'interdiction d'exploiter commercialement ces données. Et un volet fort, parce qu'on parle de confidentialité, mais c'est à cause de ce point-là, c'est qu'on a aussi un fort besoin de partager l'information. L'information, juste petit rappel, l'information médicale, l'information du patient est censée être confiée à toute l'équipe soignante et pas seulement à un médecin. Et toute l'équipe soignante, donc de l'établissement, et ensuite de pouvoir la partager avec un médecin traitant, avec des labos, etc. Toujours avec la partie consentement, bien sûr, du patient. Autre spécificité, c'est bien sûr la partie réglementaire, qui s'est encore renforcée ces dernières années, qui était déjà très fort, avec alors quelque chose qui fait souvent sourire, mais ça existe quand même, le décret de confidentialité de 2007. La CNIL, bien sûr, qui réglemente toute la partie accès aux données médicales, la partie hébergeur de données de santé aussi, qui est donc poussée par la ZIP et régie par la ZIP. Les professions à ordre, avec tout ce qui est déontologie, secret professionnel. Et puis, derrière tout ça, il y a les particularités opérationnelles. La vraie vie. Comment ça se passe dans un établissement ? Déjà, par rapport à ce qu'on peut voir et ce qui est peut-être un peu plus avancé en termes de sécurité, comme les systèmes bancaires, les systèmes assurances, etc., c'est que là, on a des patients. On a des vies à sauver, on a besoin de réactivité. Souvent, on parle avec, on fait souvent des réunions de lancement avec des médecins dans les réunions de cadrage, et les médecins disent oui, mais la sécurité, moi je m'en fous. Je suis médecin, ce que j'ai besoin, c'est de soigner mes patients. Aujourd'hui, j'avais un urgentiste qui me disait ça. J'ai 14 minutes pour faire ma consultation. Dans ces 14 minutes, j'ai à peu près 9 minutes, voire 10 minutes, où je suis devant l'ordinateur, à saisir un mot de passe, à rentrer des informations. Donc il ne me reste plus qu'environ 4 minutes pour réellement être devant mon patient. Donc si vous me rajoutez encore des contraintes, si vous m'obligez à m'authentifier je ne sais pas combien de fois, avec ma carte CPS, à rentrer un code PIN, etc., moi ça ne m'intéresse pas. L'autre particularité opérationnelle, c'est bien sûr le besoin d'accéder à l'information en continu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Excusez-moi. Je vois des DSI dans la salle. Ils pourront en parler mieux que moi. Mais je pense qu'il n'y a pas de fin en fait, de service. On rentre chez soi, il y a le téléphone qui sonne. Si l'information n'est pas disponible, ça ne peut pas marcher. On peut mettre toute la sécurité qu'on veut dessus. Vous connaissez certainement les 4 lettres qui vont bien, qui résument tout pour la sécurité. Disponibilité, intégrité, preuve et confidentialité. Ça,
la plupart du temps, dans tous les autres systèmes, dans toutes les autres entreprises, la confidentialité, c'est bien sûr le niveau qui est monté le plus haut. Là, je pense que dans un établissement, c'est surtout la disponibilité qui est importante. Le premier point. Il faut que l'information elle soit accessible au moment où on en a besoin. Pourquoi? Parce que derrière, si l'information n'est pas disponible, il peut y avoir des vies en jeu. Alors disponible, d'accord, mais il faut aussi qu'elle soit intègre. Il ne faut pas qu'elle soit faussée, il faut qu'elle soit juste. Après, vous verrez que cette information, elle doit être quand même consultable et consultée par les personnes qui sont habilitées à la voir. On a donc l'urgence de l'accès à cette information. On a une difficulté parce que je pense que vous voyez déjà à peu près où je veux en venir sur cette partie gestion d'habilitation, mais on a des entrées et des sorties régulières dans les hôpitaux. On a du personnel qui bouge beaucoup, on a beaucoup de passages, on a des PC qui sont souvent ouverts dans des couloirs pas verrouillés, et c'est assez difficile de maîtriser donc qui va pouvoir se connecter sur ces postes. Un cycle de vie difficile à maîtriser, je vous l'ai dit, et la notion de propriété de l'information médicale, alors j'ai mis non stabilisé, ça fait souvent réagir quand on parle de cette partie-là. Il y en a encore qui sont à dire, ben non, mais l'information, elle appartient au patient, et que au patient. Il y en a qui sont plutôt sur la partie technique, qui va dire, ben non, c'est l'établissement qui met les informations à disposition, qui mettent les data centers à disposition, ils sont propriétaires de la base de données, c'est à eux. Bon, je ne vais pas en débattre ici, c'est pas le sujet, mais il y a tout ça, il y a toutes ces spécificités donc de l'information de santé qui complexifient quand même un petit peu la donne par rapport à d'autres environnements. Et dans les établissements, alors je ne vais pas faire trop de généralités parce qu'il y a des établissements où ça y est, ça a commencé déjà à se sécuriser, à se renforcer côté process, côté organisationnel. Mais en règle générale, je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, mais quand on arrive dans des établissements, comment ça se passe? C'est un peu cette liste qui est décrite ici. C'est-à-dire j'ai des mouvements de personnel qui sont assez difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que en général, le service informatique, il est rarement au courant des entrées et des sorties en temps voulu. C'est-à-dire qu'en général, on va leur demander de créer un compte. Quand la personne elle sera déjà dans l'établissement, qu'il y a quelqu'un qui va venir râler à peu près 3 fois en disant ça fait 1 mois qu'il est là et il est toujours en train d'utiliser le login de la personne qui avait avant lui. Il y a des personnes qui peuvent accéder donc à des données qu'ils ne devraient peut-être pas voir, parce que le login que la personne a récupéré avant, elle avait peut-être des droits un peu plus ouverts. Il n'y a souvent pas d'authentification forte, donc une authentification toute simple, login, mot de passe, avec des mots de passe qui sont parfois trop simples. Et puis l'utilisation, bien sûr, d'utilisateurs génériques qui persistent encore beaucoup trop. Il y a beaucoup de projets complexes à gérer, de plus en plus. Il y en a qui sont poussés aussi par l'État. On voit des services informatiques qui sont souvent surchargés, qui ont très peu de ressources, et à qui on rajoute des projets encore avec des priorisations très fortes. Et notamment, je ne sais pas si vous avez vu certainement la circulaire de la DGOS sur la partie MS Santé, qui impose par exemple un projet comme ça et qui doit être terminé pour fin 2015, avec une liste de projets déjà conséquente et des choses assez difficiles à gérer à côté. Et bien sûr, j'ose à peine en parler, mais il y a la partie budgétaire qui est notée en dernière ligne, mais qui n'est pas la moindre, avec les établissements qui ont rarement le budget qui va avec la liste de projets et qui se débrouillent comme ils peuvent pour essayer de mener ces projets à bien. Les menaces, alors, elles sont diverses. Il y a bien sûr la cyberattaque, la cybercriminalité, la partie, ce que j'appellerais plus la curiosité que l'espionnage. C'est la curiosité un peu naturelle qu'a l'être humain à aller voir les informations, s'il voit son voisin dans un couloir de l'hôpital, qui va aller regarder par exemple ce qu'a son voisin, etc.
Il y a toute la partie mes usages et puis la partie erreur médicale. Alors, rapidement, quelques exemples. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai repris l'exemple qui s'est passé donc l'année dernière avec Michael Schumacher, où des données ont été mises en vente sur Internet pour son dossier médical. Voilà, il s'avère qu'on a soupçonné très rapidement l'équipe soignante. On n'avait pas de traces de ce qui s'était réellement passé. On a cherché ces traces un peu partout. Et au final, c'était une erreur plutôt à cause d'un dossier papier qui avait été laissé sur le côté d'un poste et qui a été pris en même temps que Michael Schumacher dans l'hélicoptère. On a, alors, pour vous dire que c'est universel, on a aussi quelques exemples qui sont à l'international. Je suis allé fouiller un petit peu sur quelques différents articles. Et il y a un article assez intéressant qui met en évidence aussi le fait qu'aujourd'hui, les données de santé ont encore plus d'intérêt pour un hacker que des données, par exemple, de carte bleue ou des données bancaires. Pourquoi? Parce que ça peut se monnayer aussi, et ça peut se monnayer bien plus que la partie information bancaire. Il y a quelques exemples. Alors, j'ai vu des petites choses sur certaines conférences de sécurité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais typiquement, il y a du matériel aujourd'hui médical, des dispositifs médicaux et du matériel biomédical qui sont informatisés, qui sont communicants et qu'on peut contrôler à distance. Il y a peu de temps de ça, j'ai vu quelqu'un en fait faire exploser un petit pacemaker juste avec une console Wi-Fi et un point de connexion Wi-Fi. Donc ils ont réussi à survolter le pacemaker avec l'identifiant du pacemaker, un identifiant mot de passe qui est basique, qui est stocké sur le truc et qui est jamais changé. On peut se projeter en se disant, bah voilà, des cybercriminels qui prennent le contrôle de ça. Retrouvez-moi en bas dans 5 minutes avec une valise de X milliers d'euros, sinon je fais exploser le pacemaker. Il y a des choses comme ça. Et alors ça, c'est un exemple de nos amis en Angleterre, de la NHS, qui a perdu plus d'1,8 million de dossiers patients, donc qui a carrément perdu ces données-là et qui se sont retrouvés sur Internet en vente directement. Les incidents, j'ai regroupé quelques incidents là qui sont survenus en 2014, pardon, avec les principaux incidents de sécurité, donc qui correspondent à 39%, c'est de la perte de services essentiels. Tout de suite après, c'est du vol ou de la disparition de matériel informatique ou télécom. Ensuite, des pannes d'origine interne et 30% quand même d'erreurs d'utilisation. Alors bien sûr, après, il y a toute la partie antivirus. Et dernier, à 11%, c'est aussi des attaques logiques et ciblées. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi dans l'actualité, il y a TV5 qui s'est fait attaquer il y a très peu de temps. Il y a de ça un mois ou deux. Et le principe assez simple de l'intrusion, alors il y a une partie mot de passe que je mets en évidence ici, mais ce n'était pas du tout le cas de TV5. TV5, c'est toute la partie, je reviens dessus, voilà, c'est toute la partie phishing. En fait, le phishing, c'est quelque chose de très simple, c'est j'envoie un mail à X milliers de personnes, X centaines de personnes, et j'espère qu'une des personnes va cliquer dessus pour ou récupérer de l'information, ou pourquoi pas déployer un programme au sein du réseau. C'est exactement ce qui s'est passé sur le réseau de TV5. Ça a été envoyé à plusieurs centaines de personnes, et il y a 3 personnes qui ont cliqué sur le lien du fameux mail, et ça a permis en fait aux hackers de rentrer sur le réseau, et d'après les analyses qui ont été faites et qui ont été publiées, les hackers avaient le contrôle total du réseau en moins d'une demi-heure. Ça c'est fini que TV5 a résolu le problème en débranchant tous les câbles. Tout ça pour vous dire quoi? Ça fait peur,
Mais il y a un point important quand même qu'on oublie souvent dans cette partie sécurité, c'est tout le volet communication et sensibilisation des utilisateurs. On parlait de charte d'utilisation tout à l'heure, c'est tout à fait le cas de ce qui aurait pu être évité à TV5 avec un peu plus de communication. Après, vous allez me dire, oui, mais sur quelques centaines d'utilisateurs, c'est difficile de contrôler tout le monde, avec les entrées-sorties, etc. Oui, mais si ce n'est pas fait, ça ne diminue pas le risque. Là, on a moins 50% de risque sur toutes les entreprises qui ont mis en place des programmes de sensibilisation. Alors, avoir la confiance du patient. Il y a plusieurs études qui sont parues aussi sur tout ce qui est relation en fait, entre notamment la partie traçabilité mise en place au sein des établissements et même plus généralement dans le monde de la santé, et la qualité des soins. Pourquoi? Parce que la confiance du patient, ça se gagne, et un patient qui n'est pas en confiance, bah, il va déjà être moins franc avec les professionnels de santé qui le soignent. Ils vont hésiter à donner certaines informations parce qu'ils ont peur que cette information soit divulguée. Et ils ne vont pas hésiter aussi à faire des kilomètres en plus pour aller se faire soigner dans des établissements qui sont plus loin, plutôt que d'aller par exemple dans un établissement qui est à côté de chez eux, sur lequel ils n'ont pas confiance, sur lequel ils ont peur de croiser des voisins, et des voisins ou d'autres personnes qu'ils connaissent. Et tout ça, voilà, à mettre en relation avec la partie qualité des soins. Alors, pour venir rapidement à la partie projet, il y a un grand nombre de projets sécurité qui sont à mener. Il y a toute la partie partage et publication, il y a la PGSSI, l'audit et la traçabilité, toutes les logiques de mobilité, l'autente forte, les plans de continuité d'activité, de reprise d'activité, tous les projets de mutualisation, la gestion des accès, la messagerie sécurisée qui arrive, le BIOD, le concept que les utilisateurs apportent leur propre matériel dans l'établissement, le Bring Your Own Device, en français avec, qui est encore pas tout à fait tranché pour beaucoup de DSI. Certains l'acceptent, mais l'acceptent sans vraiment le sécuriser, d'autres bloquent catégoriquement. Et ça peut être aussi une faille dans la partie sécurité. Bien sûr, toutes les logiques de mots de passe complexes. Et au milieu de tout ça, bah, faut s'y retrouver et on pourrait se demander par où commencer. Côté Enovacom, on va parler un peu Enovacom maintenant. On a toute une suite de produits et on a surtout développé toute une logique de concept sur ces produits. On a la partie gestion des identités, où pour nous, c'est la première brique ou l'une des premières briques à mettre en place dans une logique de sécurisation de son système d'information. L'architecture fonctionnelle, juste pour la rappeler rapidement, j'ai des données sources, j'ai des applications cibles, et j'ai un référentiel d'identité au milieu qui va communiquer. Pour parler de ça, donc mes systèmes sources, la plupart du temps dans l'établissement, sont mes données RH. C'est mon système RH qui va être à l'initiative de ma gestion d'identité, de la création de mes identités. Alors, quand on se lance dans des projets comme ça, dans les établissements, c'est vrai qu'on a souvent les RH qu'on essaie d'avoir autour de table, qui ne voient pas trop l'intérêt en fait, de cette partie-là. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que du coup, le contrôle des données est bien plus précis et surtout, ils vont apporter beaucoup de bénéfices à tous les gens qui sont derrière et notamment à l'informatique. Et en plus, ils facilitent bien sûr l'accueil des agents. Et il y a toute une autre partie qui est aussi la constitution de l'annuaire dont je vous reparlerai, enfin de l'annuaire public, des pages publiques dont je vous reparlerai après. Bien sûr, en source, il y a la gestion du temps. Il y a les différents annuaires, donc peut-être annuaires techniques aussi qui sont dans l'établissement, mais annuaires régionaux et nationaux qu'on peut retrouver. Le RAS qui va bientôt paraître, il y a des web services là, qui sont en test côté ASIP là-dessus. Et puis tout le reste qui peuvent être des fichiers pour les intérimaires, pour les prestataires, les saisies manuelles qui peuvent être faites directement dans le référentiel, etc.
Au milieu de ça, donc, on a un référentiel d'identité qui va permettre de fédérer toutes ces identités, qui va permettre de récupérer, donc, alors je parle des identités, j'ai les identités utilisateurs, hein, bien sûr, on n'est pas sur de l'identité patient, et même avant ça, toute la partie structure. Donc c'est déjà un référentiel de structure, on va ensuite intégrer la partie identité, et j'ai un moteur de règles qui va me permettre de calculer les droits directement en fait, pour ces utilisateurs. Ils vont être calculés comment ces droits? C'est tout simplement par le croisement d'informations. En se disant parce que cette personne est un médecin, qu'elle agit dans telle unité fonctionnelle, dans tel service, eh ben, je vais lui donner accès au dossier patient avec l'accès à tel UF, etc. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai ma dernière flèche, mon dernier connecteur qui est là, mon connecteur de provisioning aval, qui va aller distribuer ces informations dans chacun des systèmes cibles. Donc ça va partir de l'Active Directory sur la partie technique et redescendre jusqu'au dossier patient, à la pharmacie et aux autres applications. Et dernier point, c'est que ça peut aussi, bien sûr, à l'arrivée des personnes, déclencher des notifications pour, par exemple, les responsables de stock. Se dire, bah, pour ces personnes, j'ai besoin d'un ordinateur portable, j'ai besoin de lui faire signer la charte d'utilisation, j'ai besoin d'un téléphone mobile, etc. Et tout ça, toutes ces informations qui sont consolidées, qui sont contrôlées, qui sont validées, qui sont approuvées, derrière, je peux les publier directement. Alors, publier les informations que je souhaite sélectionner, que je souhaite rendre publiques, ou sur un intranet, ou sur Internet, dans un annuaire local. Deuxième point, c'est la partie gestion des accès. Gestion des accès qu'on découpe souvent en deux parties. Première partie, c'est la partie vraiment authentification primaire. J'accède à mon poste de travail, souvent avec une carte CPS ou avec une carte à puce. Ça peut être du login mot de passe. Et ensuite, une fois que je suis connecté sur mon poste de travail, bah, je vais lancer mes différentes applications. Et sur ces différentes applications, je vais automatiser la saisie du login et du mot de passe par un petit agent qui est déployé sur le poste de travail ou sur les sessions distantes. Ce qui fait que l'utilisateur, il a juste lui à présenter sa carte et à lancer ses applications, il ne saisit plus de mot de passe derrière. La messagerie sécurisée. Messagerie sécurisée, alors là, sous une architecture assez classique de proxy d'établissement, on ne va pas être intrusif sur le serveur de messagerie. On peut avoir ce qu'on veut ici comme serveur de messagerie, que ce soit de l'Exchange ou autre. Et on va avoir un flux SMTP qui va partir donc, par le proxy. Le proxy, il y a un moteur de règles donc, qui est intégré et qui va déterminer, en fonction des destinataires, en fonction des différents attributs du mail, bah, à quel système de messagerie je vais vouloir me connecter. Ou je vais faire partir le mail en messagerie claire, ou je vais me connecter à la MS Santé, ou je vais faire de l'API Crypt, ou je vais faire du S-MIME. Voilà. Et dernier point, dernier volet, c'est la partie audit et traçabilité. Donc audit et traçabilité, là je ne parle pas d'audit technique avec de l'audit bah voilà, des logs des différents serveurs, des logs Apache, des démarrages des serveurs, etc. Non, je parle de l'audit et de traçabilité de tout ce qui est trace fonctionnelle. Un utilisateur a accédé à tel dossier patient, il a fait une prescription, etc. etc. Et le but de cet outil, c'est de se dire je vais récupérer les logs, peu importe la forme sous laquelle ils sont produits par les applications métiers, que ce soit du fichier, de la base de données. Je vais consolider tout ça, centraliser tout ça dans une seule et même grosse base de données. Alors en filtrant bien sûr tout ce qui ne m'intéresse pas, je vais intégrer uniquement les traces qui m'intéressent. Et je vais normaliser un petit peu tout ça et avoir un moteur de règles qui va pouvoir aussi me déclencher des alertes en fonction de comportements anormaux qui seront décelés dans ces différents scénarios. Et bien sûr, le but, là, c'est d'avoir un outil très simple, utilisable par des utilisateurs qui ne sont pas forcément des profils informatiques, un service qualité par exemple, et qui pourraient requêter, savoir par exemple qui a consulté le dossier de Schumacher, toute application confondue, en tapant directement le nom sur l'outil. Donc,
une suite complète avec gestion d'identité, gestion des accès, audit et traçabilité, messagerie sécurisée et gestion des accès. Donc Identity Manager, Enovacom Secure Login, Enovacom Smart Audit et Enovacom Secure Messaging. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je suis à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.